13h30, Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Périllon. Aujourd'hui, laquelle des deux de Stevie Guilford. Téléphone retentit à 8 heures précises. Myron Coston, assis à son bureau, l'attendait. Il saisit le combiné. Oui, Monsieur Coston? Oui, c'est moi. Je suis l'homme que vous avez engagé. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parfaitement. Vous voulez le travail pour ce soir, Monsieur Coston? Oui, j'ai tout arrangé pour ce soir. Et l'argent, je l'ai ici. En espèces? Oui, en billets de $100. Où vous rencontrerai-je? Je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis à 2 rues de chez vous, Monsieur Coston. J'arrive. Après le déclic, Myron Coston repose un instant l'écouteur pour libérer la ligne. Puis, il compose un numéro. Une voix féminine lui répond à la 4e sonnerie. Allô? J'ai dit, c'est Myron. Oh, quelle surprise. Agréable, j'espère. Pas particulièrement, Myron. Méchante. Écoute, Judy. Je serai franc. J'ai beaucoup réfléchi, beaucoup pensé à nous deux. Tout est ma faute. Vraiment, Myron? Tu m'étonnes. Non, pourtant je le pense vraiment, j'ai dit. Et je veux te dire ceci. Je n'ai pas revu Regina depuis que tu es parti. Allô? Tu es là? J'ai dit. Oui, je suis là, Myron. Qu'attends-tu de moi? Je veux que tu reviennes, Judy. Myron perçoit une légère hésitation à l'autre bout du fil. J'ai dit, je voudrais te voir, est-ce que je peux passer? Je ne sais pas, Myron. Le ton s'est radouci. Tu es au 3e, n'est-ce pas? J'ai dit, appartement 303. Je préférerais un endroit public, Myron. C'est pour ta réputation, mon chou. Tu es quand même toujours ma femme. Là, Myron aurait dû s'abstenir. La plaisanterie tombe à plat. La voix, à l'autre bout du fil, se durcit. C'est jeudi aujourd'hui, Myron, n'est-ce pas? En principe, tu reçois tes amis. Mais je me fiche d'eux, je dis. C'est toi que je veux voir. Il faut que je te voie. Tu seras chez toi ce soir? Silence à l'autre bout de la ligne. Myron consulte nerveusement la montre à son poignet. Il est tendu à l'extrême. Puis la voix lui parvient. Bien sûr que je serai ici, Myron. Où pourrais-je bien aller? Parfait, mon ange. Alors à tout à l'heure. 8h04. Myron Coston compose un nouveau numéro sur le cadran. Son interlocutrice décroche cette fois à la seconde sonnerie. Regina, c'est Myron. Myron qui? Je ne me rappelle personne de ce nom. Ah, écoute, Regina, t'es pas drôle. Peut-être, mais je n'ai pas apprécié que tu m'aies jamais rappelé après que ta femme nous ait découvert et qu'elle t'ait quitté. Bon, qu'est-ce que tu me veux? Tu sais bien que si je la perds, je perds aussi son argent, Regina. Oui, je sais. Et moi, tu m'aimes pour moi-même. Et la loi t'interdit de nous avoir toutes les deux. Écoute, Regina, je t'ai dit que j'allais arranger ça. C'était il y a 2 semaines, Myron, et tu n'as encore rien fait. Mais ça prend du temps, voyons, Regina. Myron, je t'ai proposé de m'en charger. Je vais menacer Judy d'un scandale. Non, surtout n'en fais rien, Regina, je t'en prie, laisse-la tranquille. Je n'aime pas qu'on me donne des ordres, Myron. Myron a le front moite. Regina,
Regina, je t'en supplie. Laisse-moi faire, je m'en occupe. Tu as ma parole d'honneur. Quand, Myron? Dans les jours qui viennent, Regina. Je continue à penser que ma solution est préférable, Myron. Non, Regina, je t'en prie, reste en dehors de tout ceci. Écoute, on sonne à ma porte. Je suis obligé de te quitter. Pardonne-moi. Je te rappelle demain matin. Promis, juré. Myron raccroche. Il tire un mouchoir de sa poche, s'éponge le front, puis se lève et ouvre la porte. L'homme qui se tient sur le palier porte un complet gris et un feutre de la même couleur, légèrement incliné sur un visage maigre, sévère, pâle. Les yeux aussi sont pâles, bleus, très pâles. Entrez, dit Myron en glissant dans le passage avant de refermer derrière lui. L'homme traverse la pièce et choisit un bon fauteuil. Myron prend place en face de lui, essayant d'évaluer son visiteur. Je présume que vous avez déjà fait ce genre de travail, dit-il finalement. Oui, monsieur Coston. Alors, qu'attendez-vous exactement de moi? Que vous me débarrassiez de ma femme. J'ai bien pensé le faire moi-même. J'ai échafaudé plusieurs plans, mais aucun ne m'a paru assez satisfaisant. Tous ces détails à régler sont si compliqués. J'ai peur de négliger quelque chose. C'est pourquoi je fais appel à un professionnel comme vous. L'homme ne paraît pas particulièrement surpris. Myron poursuit. Voilà, ma femme m'a quitté. S'il lui arrive quelque chose, je serai soupçonné. Le mari l'est toujours, n'est-ce pas? Mais j'aurai un alibi. Aussi, la police ne pourra rien prouver. Monsieur Coston, je me porte garant de mon travail. N'ai encore jamais eu d'échec, dit le visiteur. Bien. Maintenant, voyons votre plan, s'il vous plaît. Oui, voici. Ma femme est partie il y a 15 jours pour s'installer dans un autre appartement, 303 Walnut Arms. Elle y sera seule toute la soirée parce qu'elle m'attend. Je viens de m'en assurer. Elle vous ouvrira la porte, c'est certain. Pour ma part, je vais passer la soirée avec des amis, donc j'aurai un alibi. Je ne lui ai pas dit l'heure à laquelle je viendrai. Je vous suggère d'attendre 22 heures. En admettant que le médecin se trompe légèrement sur le moment exact de sa mort, je serai quand même couvert. Bien. Comment dois-je procéder, monsieur Coston? Voilà. Ma femme est riche. Je vous demande de simuler un vol, un cambriolage au cours duquel la victime, voulant résister, se fait tuer. C'est courant, n'est-ce pas? Je vous l'ai dit, ma femme est très très riche et elle veut divorcer. Or, il se trouve que moi, je ne possède rien. C'est bien pourquoi je veux l'empêcher de divorcer. Je ne peux pas me permettre de tout perdre. Vous comprenez? Oui. Et vous avez sans doute une maîtresse, monsieur Coston. Eh oui. Oui, monsieur, c'est bien là mon problème. C'est ma maîtresse, mais c'est une femme que j'aime. Je peux même dire que, pour la première fois, j'éprouve de tels sentiments envers une femme. Si je ne règle pas cette situation, je risque de la perdre. Bien, monsieur Coston. Je pense que je sais tout ce que j'avais besoin de savoir. Je peux avoir l'argent maintenant? Mais bien sûr, je l'ai déposé dans ma chambre. Attendez-moi ici. Myron se lève et quitte la pièce. Le visiteur ne paraît pas trouver cette façon désobligeante. Il se lève à son tour et examine l'endroit. L'appartement est beau, luxueux même. L'homme éprouve l'épaisseur du tapis, remarque la splendeur du tissu qui couvre le sofa et les chaises, les tableaux sur les murs. Il arrive finalement jusqu'au bureau sur lequel est posé le téléphone. À côté du téléphone, une photo dans un cadre. Celle d'une femme, belle, blonde, approchant la trentaine, les épaules dénudées. Mais on ne voit rien de plus car la photo s'arrête là.
Myron revient et tend une enveloppe beige à son visiteur. L'homme l'ouvre, en sort la liasse de billets, les compte rapidement d'une façon expérimentée. Bien, tout y est, monsieur Myron. Tout y est. Après l'avoir reconduit jusqu'à la porte, Myron la referme et s'y adosse pendant un moment, les yeux fermés. Il reste ainsi jusqu'à ce que sa respiration reprenne un rythme normal. Puis, il regarde sa montre. 8h20. Alors, Myron Coston passe à l'action. Quelle action! Quelle horrible action s'apprête à commettre Myron Coston. C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Myron va chercher un meuble plié qui, déployé, devient une grande table de jeu. Celle-ci est ronde, couverte d'un tissu vert et comporte des casiers pour mettre les verres. Il l'installe au milieu de la pièce, dispose autour quelques chaises, puis s'occupe du bar portatif. Une bouteille de whisky, une de martini, du gin, de la glace, des verres. Il est 8h30. Myron s'assied, allume une cigarette dont il tire de longues bouffées. La sonnette retentit. Il est 8h35. Comme l'homme au complet gris a tout son temps pour tuer, il se rend à pied sur le lieu de son crime. Il s'arrête en route pour avaler un hamburger et un café. Il est tout juste 10h quand il arrive à Walnut Arms. Mais il attend dehors jusqu'à ce qu'une femme paraisse et que le portier soit occupé à lui trouver un taxi. Alors, l'homme se glisse dans l'immeuble. Là, il a la chance de trouver l'ascenseur parti et le liftier, s'il y en a un, hors du chemin. Il se précipite dans l'escalier. C'est ainsi qu'il arrive à la porte de l'appartement 303 sans que personne l'ait vu. Il frappe. Il entend aussitôt un bruit de pas. La porte s'ouvre violemment et une voix féminine dit « Myron !» Il rejette brutalement la femme contre le mur. Revolver au poing, il lui fait signe de se taire. Puis, il prend le temps de refermer la porte. Alors, il a sa première surprise. Une autre femme, la blonde, dont le portrait se trouvait sur le bureau de Coston, débouche du salon. Elle voit le revolver qu'il brandit et retient un cri en portant la main à ses lèvres. Tous trois restent figés, silencieux, un long moment. Les deux femmes, la blonde et la brune, fixent le revolver. L'homme examine les deux femmes, attendant son regard sur l'une, puis sur l'autre. Son visage reflète la perplexité. Enfin, il semble se décider. Laquelle de vous deux est Madame Coston? Elles ne répondent pas. Peut-être leur silence est-il simplement motivé par la peur. Peut-être l'une d'elles, ou toutes les deux, ont-elles deviné très vaguement le pourquoi du revolver. Brutalement, mais peu sûr de lui, l'homme redit « Qui est Madame Coston ?» Madame Coston, quelle qu'elle soit, peut-elle ignorer que la menace du revolver la concerne et que son seul espoir de rester sauve, puisque l'intrus ne connaît pas son identité, que son seul espoir repose sur l'anonymat? Aussi reste-t-elle silencieuse. Pour cette raison, et sans doute aussi parce qu'elles sont terrifiées, les deux femmes se taisent. Le tueur réfléchit à ce problème pendant quelques secondes, puis se décide. Ne restons pas là. Il les pousse devant lui, délaissant le minuscule vestibule pour le salon. Là, de son revolver, il leur indique les sièges sur lesquels elles se laissent tomber.
Il reste debout à les regarder. La blonde est certainement la femme au portrait. Bien que son visage soit défiguré par la peur, on peut deviner qu'elle est belle. Elle porte une robe du soir toute simple et paraît charmante. L'autre femme est brune, avec un teint clair et des yeux bleus, également charmante. À bien les regarder, elles ne sont pas tellement différentes. Question de goût et de préférence. L'une de vous est Madame Coston. C'est la brune qui, finalement, se décide à rompre le silence. Celle qui croyait que Myron frappait à la porte. « Que voulez-vous » réussit-elle à prononcer. « Je veux parler à Madame Coston. » La brune désigne la blonde. « C'est elle, Madame Coston. » Alors la blonde se met à crier « Menteuse, c'est elle !» Le tueur ne s'affole pas, il reste calme, lucide, et s'adresse à la brune. « Si vous n'êtes pas Madame Coston, qui êtes-vous » La réponse ne se fait pas attendre. « Regina Mills. »« Elle ment !» s'exclame la blonde. « Regina, c'est moi !» Le tueur ne connaît pas Regina Mills. Il n'a vu qu'une photo qui peut aussi bien être celle de l'épouse que celle de la maîtresse de son commanditaire. Mais Myron Coston n'a pas précisé l'identité de la femme au portrait qui trône sur son bureau. Il a seulement dit que son épouse serait seule dans son appartement. Et en cela, Myron Coston s'est trompé. L'homme au complet gris, bien que déconcerté, ne se décourage pas facilement. Il repère le téléphone dans la pièce et se dirige vers lui. « Que personne ne bouge !» Il pose le revolver à portée de sa main et forme un numéro. Quand une voix se fait entendre, il parle doucement. « Je voudrais parler à M. Coston. »« Vous êtes bien chez M. Coston, mais il ne peut pas venir au téléphone. »« C'est urgent, j'attendrai. »« Ah, vous risquez d'attendre longtemps. M. Coston est ivre-mort. À mon avis, il en a au moins pour toute la nuit. » Sans demander davantage d'explications, le tueur raccroche. Bon sang, Coston s'est aménagé un fameux alibi. Le tueur reprend son revolver et revient vers les deux femmes. Elles semblent remises de leur surprise, sinon de leur terreur. La blonde le regarde. « Vous avez téléphoné pour savoir laquelle de nous est Madame Coston. Vous avez sûrement appelé Myron Coston. C'est lui qui vous a envoyé ici. Et vous êtes venu avec un revolver. » Maintenant, les deux femmes se regardent. L'épouse et la maîtresse. La maîtresse et l'épouse. La même expression d'horreur, quoique légèrement différente, est inscrite sur leur visage. « Je lui ai téléphoné ce soir, » dit la brune à la blonde. « Je lui ai dit que je voulais vous supplanter, que je vous parlerais. Il m'a dit de ne pas le faire, qu'il s'était débrouillé. C'était cela dont il parlait alors. Vous faire tuer. » Le tueur s'avance lentement vers les deux femmes, mais la brune se lève. « Attendez une minute. Je suis Regina Mills. Je suis une très grande amie de Myron Coston. Mais j'ignorais qu'il ferait de tels projets. Il importe peu de prendre des risques, mais pas au point d'être mêlé à un meurtre. Myron est fou. » L'homme sourit. « Ainsi, madame, vous êtes sa maîtresse. Votre présence est infiniment préférable à celle de toute autre personne, car vous ne direz évidemment rien à la police. » La brune veut s'avancer encore, mais avec le revolver, il lui fait signe de s'arrêter. « Mais vous ne comprenez donc pas ?» demande-t-elle. « Je ne veux pas que vous la tuiez, tout au moins en ma présence. Je vous le répète, je ne veux pas être impliqué dans un meurtre. » « Alors on partira ensemble, ma petite dame. »« Mais je voulais encore vous dire... » Quelque chose dans le regard froid de l'homme la bloque. « Madame, j'ai été engagé pour exécuter un travail. Personne ne peut me dire de ne pas le faire, sinon le type qui m'a engagé. Et il est incapable de parler en ce moment.
ivre mort. Le tueur regarde la blonde. Au moment où il va appuyer sur la détente, elle se lève brusquement, ce qui le déconcerte. « Je vois, monsieur, que vous vous faites un point d'honneur d'exécuter avec précision le travail pour lequel vous avez été engagé. Alors, il vaudrait peut-être mieux que vous ne vous trompiez pas de cible. » Le visage de l'homme prend une expression d'incertitude. « Je pense que vous êtes bien Madame Coston, » répond-il à la blonde, « parce que j'ai vu votre portrait sur le bureau de Monsieur Coston. » Et pourquoi aurait-il la photo de sa femme sur son bureau? Pourquoi pas plutôt celle de la femme qu'il aime? C'est vrai, madame, dit le tueur en pointant son revolver vers la brune. Non, s'écrie-t-elle, mais le tueur tire quand même et la tue. Proprement, d'une seule balle. Puis, sous le regard approbateur de la blonde, il fouille l'appartement, prend quelques objets de valeur. Ceux-ci, qu'il jettera après, explique-t-il, serviront seulement à prouver qu'on a prémédité un cambriolage. Ensuite, le tueur et la blonde descendent par l'escalier de service et se séparent dans l'allée sombre. La blonde regarde son propre portrait sur le bureau et sourit. « Myron, je sais qu'une femme ne peut pas témoigner contre son mari. Aussi, n'ai-je nul intérêt à raconter à la police que l'homme prétendait que tu l'avais engagé pour tuer. Je les laisse penser qu'il s'agit seulement d'un cambrioleur. » Myron Coston, écroulé sur sa chaise, fixe le plancher. « Je l'aimais. Je l'aimais, » murmure-t-il. « Certainement, certainement, mon cher, » répond la blonde. « C'est ce que j'ai dit à son meurtrier. Le portrait qu'il avait vu sur ton bureau ne pouvait être que celui de la femme que tu aimais. Et il m'a cru. Moi, je sais naturellement pourquoi tu avais choisi jeudi soir, Myron. Tous tes amis te fourniraient un alibi indestructible, et tu as dû, bien évidemment, attirer spécialement leur attention sur ma photographie, afin de prouver que tu m'aimais encore, et que pour rien au monde, tu ne souhaitais ma mort. Laisse-moi, Judy. Oui, naturellement, Myron, je vais te laisser seul. J'ai l'impression que tu seras très seul désormais. La blonde se dirige vers la porte, l'ouvre, hésite un court instant sur le seuil avant de le franchir. J'avais aussi la psychologie pour moi, Myron. Mis en face d'une blonde et d'une brune, quel homme penserait jamais que c'est la blonde qui est l'épouse légitime? C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, laquelle des deux de Sibby Guilford.